Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une saga que j'avais tellement envie de vous présenter. Ça fait quelques temps que je l'ai lue et cette saga elle a tellement une aura particulière dans l'imaginaire où quand on me dit c'est de la dark fantasy, pour une fois je valide, c'est de la dark fantasy parce que j'ai rarement lu un livre aussi horrible sur ces sujets, aussi bien écrit sur ces sujets, avec des décisions de l'auteur hyper impressionnantes et tu te dis voilà on va aller jusqu'où, un personnage et des personnages très nuancés, très gris et une ambiance générale de guerre qui à mon sens n'est pas vraiment égalée depuis Gemmell on va dire. C'est une saga qui a énormément de choses à dire, qui malheureusement a un parcours éditorial en France un peu particulier. Vous n'aurez pas la suite du 2 et du 3 en France, je vous expliquerai pourquoi juste après, mais sachez que c'est une saga qui peut être tout à fait lisible en anglais. C'est un niveau intermédiaire de lecture, c'est ni trop simple ni trop compliqué, c'est pas lire Tolkien et les 7 Beowulf en anglais qui est un peu dur. Si vous êtes déjà lecteur de fantasy en anglais et que vous avez le vocabulaire de la guerre, ça devrait tout à fait passer. C'est une trilogie. Et avant de plonger dans cette fantaisie chinoise qui s'inspire de l'histoire de Chine a priori, je vais simplement vous rappeler les dates de dédicace. Février, on a Normania, donc chez moi en Normandie à Rouen, au Zénith de Rouen. Ensuite, on va à Rennes, à Rue des Livres. On va au Festival du Livre de Bondu, donc juste à côté de Lille, hein, c'est vraiment dans la banlieue lilloise. On a ensuite Trolls et légendes à Mons en Belgique et en parallèle le Salon Fantastique de Paris. Parce que je brûle d'envie de vous parler de ces récits et on parle d'incendie dans ce récit parce que le personnage principal peut littéralement cramer les gens à distance. Aujourd'hui, je vous parle donc de La Guerre du Pavot. Voilà, j'ai le premier tome en français et les 2 autres tomes en anglais. Je compte vendre mon exemplaire en français et me racheter un exemplaire en anglais pour que ça soit beaucoup plus cohérent. Alors, malheureusement, cette série, comme je vous le disais, vous ne la trouverez pas entièrement publiée en France et ça ne sera pas publié, je pense, tout de suite en français. R.F. Kuang, c'est une autrice dont vous avez sûrement entendu déjà parler du fait qu'elle a écrit une nouveauté qui est sortie en France récemment, Babel. Je tiens seulement à rappeler que je ne chroniquerai pas Babel pour l'instant, que je le lirai sûrement en anglais plus tard, mais comme je ne valide pas la méthode éditoriale de l'éditeur qui publie en France, voilà, c'est un éditeur que je boycotte, je ne vais pas forcément vous en parler parce que de une, je ne veux pas le lire en français pour ça, parce que je n'achète pas le livre de cet éditeur, et de deux, je n'ai pas envie de faire de la pub pour que ça retombe dans la poche de l'éditeur. Donc Babel, on verra ça dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est niet, et je ne pense pas que l'éditeur en question, donc qui est de Saxus, publie La Guerre du Pavot, sinon j'y comprends rien parce que c'est de la fantaisie totalement adulte et ça n'a rien à voir avec leur catalogue. Donc voilà, peut-être qu'ils profiteront de l'argent que ça peut faire, mais sinon ça n'a pas trop de sens. Alors, comme je vous l'expliquais, La Guerre du Pavot, c'est de la fantaisie chinoise où on va suivre le destin d'une jeune femme qui s'appelle Rin. Rin, elle a une vie un peu compliquée, c'est-à-dire qu'elle a plus de parents, elle est élevée par son oncle qui, pour le coup, est quelqu'un qui pense vraiment à ses finances et qui décide de la vendre à un homme beaucoup plus âgé pour le mariage, mais Rin se refuse à le faire et décide de rentrer dans l'académie militaire, qui est le seul moyen un peu d'échapper à ça, et pour ce faire, elle va tout faire. Je vais vous en parler quand je parlerai du tome 1, et va rentrer dans cette académie. Le premier tome est un récit quasiment entre le récit d'école, de formation, et ensuite le récit de guerre, mais cette jeune femme va se révéler beaucoup plus intéressante et compétente qu'elle ne l'est, et elle va devenir une chamane, c'est-à-dire une espèce de guerrier en lien avec les dieux dans ce pays, qui, pour le coup, va brûler à feu et à sang. Voilà. Alors, comme je vous l'expliquais, en France, nous n'avons que cette édition-ci. Alors en plus, j'ai la chance de vous présenter l'édition de la Discorde, c'est-à-dire la première édition de cette saga. L'autrice n'a pas souhaité retravailler avec l'éditeur, d'autant plus qu'elle a sorti avec ce que j'avais cru comprendre, ça n'avait pas été un grand succès. Parce qu'il y a quelques années encore, la fantaisie chinoise... et de toute manière, la fantaisie qui est très étrangère, ou ce qui est un peu en dehors de la romantaisie maintenant, ça marche quand même beaucoup moins. Et faut dire ce qui est, il y a une raison pour ça. Vous voyez, le personnage principal, qui est représenté donc notre chère Rin, voilà, est un personnage qui a la peau foncée. Donc on a du whitewashing, ce qui est déjà préoccupant quand on blanchit les personnages en couverture, ce que je peux comprendre de la part de l'autrice qu'elle refuse, mais c'est d'autant plus impardonnable dans le fait que le texte parle du racisme et que la couleur de peau de Rin est un des sujets les plus importants du récit, où clairement on va dire à Rin quand elle arrive qu'elle a la peau foncée et qu'elle est considérée comme un sous-être. Donc voilà.
Ce qui fait que il y a des petits problèmes éditoriaux et que vous ne trouverez en français que ce tome 1 qui, je vous conseille de lire. Même si vous ne le lisez pas en anglais, cette saga est quand même... voilà, le tome 1 vaut vraiment le coup, mais la suite est encore plus étonnante, voilà, et encore plus touchante, je trouve. Alors, comme je vous expliquais, la guerre du pavot, le tome 1 est construit un peu de manière particulière, c'est-à-dire qu'on a un premier récit de formation d'école, quasiment de la young adulte au début, même si c'est de la young adulte très violente, parce que, pour exemple, au tout début du récit, Rin, pour rentrer dans cette école très sélective, qui n'est réservée quasiment qu'à l'élite, parce qu'il n'y a que les élites qui peuvent avoir le temps d'avoir du savoir, de vraiment accéder à cette espèce de grand concours, et bah va se mutiler pour rester éveillé. Voilà. Donc on part sur ce délire-ci et ça c'est vraiment très très gentillé par rapport à ce qui va arriver dans le récit. Donc ce tome 1, il a beaucoup fait parler de lui parce que au-delà de ce récit de formation, le tome est coupé en deux. On va suivre ensuite Rin à l'âge adulte, du genre quand elle est jeune femme, 18-20 ans, et qu'elle est sur le champ de bataille, dans un monde où son pays, donc c'est un peu le pays colonisateur dans lequel elle vit, va les envoyer faire la guerre à des contrées qui sont réputées, comment dire ça poliment, pour avoir des gens que le peuple colonisateur considère comme des sous-êtres. Donc vraiment, qu'ils animalisent même, voilà, il y a même une propagande autour de la naissance de ces peuples aussi, bon bref. Et Rin, sous la coupe de son capitaine, va commettre le pire, et donc la fin du tome 1, je vais pas vous en dire parce que c'est vraiment, faut le lire une première fois pour se rendre compte du choc quand on ne sait pas de quoi ça parle, est une décision de personnage que je n'ai rarement vue en littérature, qui est extrêmement choquante. Voilà, donc cette décision va conditionner tous les autres livres, mais était très connue pour ça parce que je crois pas avoir lu de livre avant qui parlait de ce sujet-ci, sujet extrêmement brutal, donc, et qui est très actuel avec tout ce qui est colonisation, voilà, malheureusement. Et ce récit, moi, m'avait plutôt convaincue, même si je dois dire que j'avais été plus attachée à la partie de formation parce que c'est la partie où on va suivre, on va dire, Rin avec tous les liens avec les personnages, son premier amour, son lien avec son maître, lui-même un représentant des dieux, le fait qu'on les force à consommer de l'opium pour les dieux, voilà, c'est le chamanisme et tout, il y a beaucoup de séries d'entraînement, de guerres, de liens, et en plus Rin c'est un personnage qui n'est pas du tout aimé de ses confrères à l'école parce que c'est une fille qui a réussi par elle-même et en plus elle est considérée comme un sous-peuple voilà, par ses camarades qui sont bien blancs et bien aristocrates. Et donc, c'est tous ces thèmes du rejet, d'une nana qui va se défendre pour vraiment Rin à la fois, tu vois. Et c'est un personnage qui est vraiment intéressant, je vous en parlerai après quand j'aurai présenté le reste des livres, mais voilà, on suit son parcours et ça m'avait grandement plu. La partie avec la guerre, en fait, on est totalement bousculé et ça va extrêmement vite et on sait pas trop où donner de la tête jusqu'à la fin où t'as cet événement et t'es comme ça en refermant le livre. Qu'est-ce que j'ai lu exactement? Parce que c'est d'une violence telle qui est une violence physique, hein, c'est-à-dire que c'est une série où ça découpe dans tous les sens, il y a de la mutilation et tout ça, mais là, c'est l'acte en soi qui est abominable. Et donc, il y a ce creux de la guerre où j'étais en mode, ok, donc là on part sur un autre livre, je comprends pas trop. Bon bref, j'avais été moins convaincue, notamment pour des soucis de rythme, des personnages que j'appréciais au début, qui en fait grandissent et changent de comportement, et je suis en mode, ah ouais, donc en fait la romance, et j'en parlerai après dans le texte parce que c'est quand même une place importante, c'est pas du tout de la romantaisie, mais c'est un des thèmes du texte, ah bah c'est pas du tout vers où je voulais que ça aille. Voilà, c'est sur un autre thème. Donc voilà, j'étais un peu désarçonnée par ça. Le tome 2, je pense que c'est mon tome préféré d'entre tous. Donc en fait, le tome 2, c'est comment Rin gère le fait qu'elle se rend compte d'une manipulation, d'une nouvelle guerre qui est en préparation, il y a énormément de complots, de batailles, ça va dans tous les sens, et la fin, il y a une trahison, ça te comme ça dans le cœur, tu dis « Oh mon Dieu !» Voilà. Bref, il y avait vraiment des batailles très épiques, mais au-delà de l'épique, au-delà du livre qui bouge vraiment, et pour un tome 2, en général, les tomes 2, c'est ceux que j'aime le moins, là j'ai vraiment été convaincue, c'est le travail psychologique sur les personnages, parce que Rin va déjà avoir tout son lien avec l'acte qu'elle a commis et ce qu'elle ressent en fait, la culpabilité et le fait de vivre en tant que soldat et le stress post-traumatique, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le fait de l'addiction, des drogues et ce genre de choses.
Voilà, avec beaucoup... Rin se questionne énormément sur beaucoup de choses et ça c'est cool. Et ensuite, il y a tout le lien qu'elle va tisser avec des personnages certains vont la hanter, certains autres, elle va essayer de réfléchir sur sa condition. Et ce bouquin-là, en fait, les thèmes sont tellement bien traités, c'est tellement touchant, c'est tellement triste, c'est tellement beau, il y a de l'épique, ça se lit tellement bien que j'étais extrêmement convaincue. Et le tome 3, donc, qui offre une vraie fin, ce tome 3, en fait, je l'ai beaucoup aimé. La fin m'a détruite. En fait, la fin est un peu bizarre parce que t'as une première fin, t'as un espèce de décalage de fin de guerre, et la fin, de la vraie fin, j'étais en mode, je vois où ça va et j'ai pas envie de voir où ça va. C'est une fin, je vais pas vous en dire plus, mais sortez les mouchoirs, parce que voilà, c'est compliqué, mais on comprenait que ça allait vers là un moment ou un autre. Il y a une grande trahison qui s'est passée dans le tome 2, et donc Rin va lutter. Voilà, on est encore sur une autre guerre, on enchaîne les guerres, et c'est beaucoup sur de la reprise de pouvoir, et je peux vous dire qu'il y a des scènes dans celui-ci où t'es en mode, ah, parce qu'après le tome 1, elle arrive aussi à faire des trucs extrêmement glauques. Du genre, pour simple exemple, parce que là, ça spoil beaucoup moins, mais Rin, à un moment, va se décider à utiliser des gens vivants comme torche humaine pour incendier d'autres personnes. Voilà, c'est glauque. Et c'est un livre, pour le coup, au niveau du rythme, j'ai eu un peu plus de mal, parce que déjà, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2, donc il fallait que je re-rentre dedans. Qu'en fait, t'as toute une première zone où c'est beaucoup de je vais à tel endroit pour reprendre des postes militaires. Ça reprend un peu ce que j'avais moins aimé dans le tome 1. Et on est, on va dire, au bout de 150-200 pages, avec des retrouvailles des personnages qui sont nuancés. On a beaucoup de choses qui reviennent sur le tome 1, sur des questions qui sont répondues et ce genre de choses, et beaucoup de choses sur les dieux. Et c'était intéressant, mais je trouve qu'on n'avait pas assez poussé. Voilà, le seul bémol, c'est que toute la... On va dire le world building sur les dieux et même sur les contrées, je trouve que ça manquait un petit peu de trucs pour que ça soit un coup de cœur. Mais ensuite, on a des grandes batailles. Voilà, et je vous en parlerai un peu plus au niveau des thèmes. Des choses qui vont te déchirer le cœur. Et t'as aussi de la gestion de gouvernement. Et le bouquin, en fait, va sortir en fait un peu des clichés de la grande bataille, de la gestion et tout, en montrant qu'on peut être très bon soldat et très mauvais dirigeant. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là, c'est plutôt des questions de rythme. Et les personnages, voilà, le personnage de Rin devient encore plus gris. T'es en mode, je t'adore, meuf, mais il y a un moment, je t'ai pardonné beaucoup de choses. Là, ça commence. Et en fait, ce qui est vachement bien fait, c'est que Rin, tu essayes de la comprendre tout le temps au niveau du récit. Voilà, elle fait des trucs horribles, mais tu essayes de comprendre, tu essayes de comprendre les autres. Et en fait, là, l'auteur nuance vachement sur... Il y a deux parties pris, en fait, dans le récit. Et il y a des moments, t'as l'impression d'être plus pour l'ennemi que pour le personnage principal. Donc t'es un peu balancé et en fait, tu prends connaissance d'un moment, d'un déclic en disant « Ok, l'auteur veut m'emmener à penser ça à ce moment-là et à questionner mon propre point de vue sur l'histoire. » Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Je vais vous en parler un petit peu plus après au niveau des thématiques, mais ce tome 3, c'est vrai qu'au niveau du rythme, du manquement de world building, et même, je dirais, de la bataille finale, alors elle est très chouette, mais je m'attendais... En fait, le tome 1 est tellement choquant à la fin. Vraiment, ce qui se passe, c'est quand même assez horrible, et il y a des choses qui sont horribles aussi dans le tome 3, que je m'attendais toujours à pire, et tu vois. Et en fait, c'est ce que l'autrice, elle a décidé de prendre un peu un contre-pied. Moi, ça a fonctionné, mais en même temps, j'étais un peu sur ma faim. Moi, je voulais que ça découpe, je voulais du sang et tout. Et là, elle va te dire, pose-toi. On va réfléchir à apporter les choses d'autre manière. Alors, La guerre du pavot, c'est une saga que je ne recommande pas à des lecteurs qui commencent l'imaginaire, que je recommande pas à des lecteurs sensibles, parce que c'est un récit, quand je vous dis que c'est de la dark fantasy, déjà, quand tu commences le récit, tu te poses quand même des questions sur qui gouverne le royaume, voilà. Donc la dark fantasy, la définition même du genre, c'est pas forcément que ça soit violent, en général, c'est que les forces du mal soient au pouvoir. Et là, on se pose un peu... En fait, il y a tellement de nuances dans le récit que, voilà, il y a des points de vue. En fait, c'est un récit de point de vue, de guerre sur tel point de vue. En fonction d'où tu te places, en fait, chacun a son positif et son négatif. Et autrement que ça, c'est la vraie dark fantasy parce que les personnages sont très nuancés, notamment le personnage de Rin n'est pas que lui, que ce soit son maître, voilà, qui prend des décisions, Altan, donc son premier amour, Neza, plein d'autres personnages. Chacun fait des actes et a des décisions assez tranchées et assez horribles. Donc, quand je vous parle de dark fantasy, je parle de
meurtre de masse, je parle de mutilation, je parle de guerre, on parle aussi de cannibalisme dans le dernier, voilà, des choses qui sont, voilà, et montrées. C'est pas du genre, oh, il y en a un qui bouffe. Non, non, tu le vois, il est en train de le bouffer. Donc t'es en mode, voilà, et quand tu sais qui le mange, t'es en mode... C'est vraiment l'autrice, elle te met dans des situations où tu es en mode... Ta morale va être vachement bousculée. Voilà, autant sur le plan physique que sur le plan mental, c'est-à-dire que comme les personnages font des actes horribles, qui se justifient ou pas par la guerre, ça va remettre en question en fait ta moralité et toi dans ce sentiment-ci, quelle décision t'aurais pris. Et c'est compliqué parce que dans le premier tome, en fait, Rin euh, on voit déjà dès le début que elle comprend vite que les forces de soldats sont sacrifiables et que pour atteindre une guerre, il faut sacrifier des gens. Et là, on est clairement dedans, quoi. Donc, c'était... voilà, pour ça, moi, ça m'a convaincue parce que c'est un vrai récit qui s'assume là-dessus. Même si les couvertures font pas forcément très dark, pour le coup, moi, je trouve que c'est beaucoup plus violent que plein de dark fantasy qu'on m'a vendu. Ça m'a plu pour ça. Ça m'a plu parce que je trouve les personnages extrêmement bien construits. Alors Rin, je pense que c'est un des personnages les mieux travaillés que j'ai lus ces dernières années, notamment parce que on est dans sa tête quasiment pendant tout le récit, et que c'est une petite fille qu'on voit grandir, c'est une petite fille pleine d'ambition et qui est assez différente des portraits féminins qu'on peut avoir en fantasy. Donc les deux portraits majeurs, la jeune fille innocente qui va se révéler être une élue, et ensuite la femme badass sans cœur. C'est pas du tout ça, parce que Rin, au contraire, elle veut être badass, mais elle a quand même des... elle a quand même des avis et surtout des remords et des regrets. Et c'est ce qui fait, je trouve, le charme du récit. C'est ce que j'ai aimé. Voilà, comme je vous dis, l'autrice, elle va vous balader en fait sur la réflexion sur les personnages, sur qui vous voyez en positif ou pas. Tous les personnages ont des nuances, même les personnages positifs. Je pense notamment à un personnage qui va prendre de plus en plus de place dans le récit. Donc il y a un camarade de classe de Rin qui va être vraiment très important dans le récit parce qu'il va servir de soupape au personnage principal. Même lui, il y a des moments, on comprend, comment dire, il fait des choix, il prend des décisions, et je pense que c'est le personnage par lequel j'ai eu plus d'attachement, parce que c'est le mec qui essaye de résoudre tout, et à la fin, il y a une sorte de triangle amoureux sans être un triangle amoureux. C'est un peu compliqué, mais on parlera de ça, du chapitre de l'amour, mais c'est un personnage qui m'a extrêmement touchée là-dessus, parce que lui, il essaye de sauver les meubles comme il peut, et il se rend bien compte qu'il en est plus capable. Voilà, qu'il en est plus capable, qu'à un moment, les choses le dépassent. Donc ça, vraiment, que ça soit ça, les portraits de personnages, je trouve même, voilà, comme je vous dis, c'est un bouquin qui est très engagé même sur les représentations féministes, parce que Rin, c'est une chef de guerre, c'est une nana, elle combat, mais en même temps, toutes les nanas sont pas représentées comme des meufs badass. Voilà, on parle aussi des réalités, du fait qu'il y a des femmes qui sont agressées pendant les guerres, du fait qu'il y a des petites filles qui peuvent être en danger, du fait qu'il y a des jeunes femmes qui sont envoyées en guerre par des raisons un petit peu différentes. Il y en a une, par exemple, à un moment, on parle vraiment de prostitution pour avoir des secrets ou ce genre de choses. Donc voilà, chacun a des portraits extrêmement différents. Il y a une espèce d'impératrice qui est un personnage très très important du livre. Voilà, donc les femmes sont vraiment brillamment mises en avant, et les personnages masculins aussi, je trouve. Autant on a des personnages masculins qui sont pleins de douceur. Il y a un personnage masculin dans le texte, je vais pas vous en dire plus sur son identité, qui va devenir un peu le méchant du tome 3. C'est hyper intéressant parce que c'est extrêmement loin du portrait du méchant qu'on a habituellement. Voilà, c'est vraiment, il est plein de nuances, c'est un personnage assez doux, mine de rien, et qui a juste une vision de la vie différente, et qui a son propre passé, et on comprend pourquoi il réfléchit comme ça, et on comprend aussi pourquoi il aurait pu choisir cette vie-ci. Voilà, on a aussi des portraits comme Altan, hein, qui sont des guerriers badass, et qui vont avoir des portraits d'hommes quasiment pervers narcissiques, mais vraiment de mecs extrêmement problématiques, qui manipulent autour d'eux. On va avoir la figure du chef, du guide de Rin, que j'adore. Voilà, et on va le voir évoluer, on va creuser, on va apprendre son passé, et ça va nuancer vachement parce que c'est un personnage qui est plutôt positif dans l'histoire, et plus on avance, plus on en sait sur lui. On va avoir aussi tous les chefs de guerre politiques, et voir un petit peu la société dans laquelle vivent les personnages, et même si les femmes ont accès aux classes, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées pour elles. C'est un roman
qui, au-delà de son histoire qui est très épique, on s'ennuie quand même rarement, beaucoup de scènes de combat très esthétiques dans le sens qu'on visualise énormément, c'est très chaud, je veux dire vraiment il y a des scènes cinématographiquement parlant, moi j'ai adoré, voilà c'est stratégique, c'est tout ce que j'aime, voilà, et ça pose aussi des questions sur le combat et plein de questions qui sont liées à la gestion des armées. Au-delà de ça, le world building est bien construit, vous allez avoir plusieurs pays avec des histoires différentes, même si j'étais un peu frustrée parce qu'il manquait voilà, un petit peu de développement un peu plus. Mais ce qui est intéressant sur ce texte-ci, et je pense que c'est un des engagements d'Eref Kwang, c'est de parler de la colonisation et de voir comment les colonisés perdent leur histoire et comment les colonisateurs manipulent les choses. Et donc c'est assez présent dans le texte, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, c'est ce qui m'a plu. Il y a aussi beaucoup de représentations. Hein. Rin, voilà, on parle aussi d'une femme asiatique qui a la couleur de peau foncée. Je veux dire, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, hein, parce que les figures asiatiques, que ça soit dans le cinéma et en littérature en général, sont plutôt blancs de peau, voilà. Sûrement pour des questions de racisme et pour s'approcher des États-Unis et de l'Europe, hein. Je pense que c'est un peu ça le sous-texte. Mais ça m'a beaucoup plu. Mais ce que j'ai adoré par-dessus tout, dans La Guerre du Pavot, c'est surtout les thèmes qui sont abordés et la justesse de la façon dont sont abordés les thèmes. Le premier, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière sur la vidéo de la Saint-Valentin, ce texte parle d'amour, mine de rien, parce que Rin, c'est une jeune femme qui est dans son parcours initiatique, et donc elle côtoie des hommes à longueur de journée, elle est hétérosexuelle, donc forcément, ça va se poser un moment ou un autre, et je pense que j'ai rarement lu un livre qui était aussi bien amené là-dessus, parce que Rin, c'est un personnage qui est tiraillé par ses sentiments, notamment parce que le premier homme qu'elle va aimer est un manipulateur, voilà. C'est la définition même d'une relation toxique, et c'est d'autant plus déchirant parce que ça commence, comme on est dans la tête de Rin, en fait on a l'impression que le personnage nous aime aussi à travers le récit, et en fait pas du tout. Et en fait, ce personnage, en plus, ça va au-delà de ça, parce que lui dit jamais qu'il ne l'aime pas, va continuer à la hanter. Et donc, elle va vivre, en fait, avec cet amour perdu, et sans être dans le mode « Oh, c'était une relation horrible, je l'oublie », elle a toujours ce truc de « Je porte ce bagage avec moi ». Il y a beaucoup de réflexions là-dessus qui sont vraiment bien faites. Moi, j'ai adoré ça. Le deuxième point, c'est que Rin, il y a beaucoup d'hommes qui vont essayer de la manipuler et tout, elle va se poser des questions, et elle va aussi avoir son amour qui évolue, elle va être partagée entre son attachement et son devoir, et ce qu'elle trouve juste. Et c'est assez horrible, et donc le tome 3 est assez déchirant à la fin. Il y a une sorte de triangle amoureux, parce que il y a des personnages, on sait jamais vraiment, tu vois, comme ce qu'elle pense, parce que Rin est partagée avec beaucoup de sentiments, que c'est déchirant à la fin quand ça se passe, voilà, c'est un trope que j'aime beaucoup, ce genre de trope d'amour un peu impossible, ça fonctionne bien chez moi, et c'est un vrai bon roman de romance, du genre vraiment, quand je vois des romanticistes, je trouve que ça c'est vachement mieux écrit, bon, après c'est mes goûts, donc ça c'était vraiment très chouette. Après, en tant que thème, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui sont liés aux addictions, les thèmes qui sont liés à la guerre, parce que c'est un peu lié dans ce récit, et le chamanisme, qui est un thème qui n'est pas forcément très mis en avant dans la fantasy, mais ça c'est vraiment cool au niveau du world building, avec les dieux, plein de dieux, avec leur histoire et tout, j'ai adoré ça. Rin, parce que je vous ai pas dit la petite particularité, va être habité par un dieu, et sa capacité va être de pouvoir cramer les gens à distance. Et donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de scènes avec des corps enflammés et tout, c'est très visuel, mais c'est assez intéressant de voir comment ce thème du pouvoir absolu est traité. Ce thème aussi du coup que ça a psychologique, mais aussi du coup physique, donc en fait de son addiction aux drogues et à l'opium, parce que pour ça la guerre du pavot, c'est lié un peu, le titre est totalement lié à ça. Ça c'était chouette, sa relation aux dieux, sa relation aux religions, avec des personnages qui sont représentants ou pas de ça. Au-delà des trahisons qui sont hyper importantes dans le texte, et voilà, il y a vraiment des choses qui sont surprenantes. La façon de traiter la guerre, comme je vous le dis, on a plusieurs manières de l'aborder dans le texte. On l'a déjà quand ils sont enfants au niveau stratégique, après on l'a sur le terrain. On a aussi le fait que parfois on est manipulé par les États et ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant parce que de guerrier, il y a aussi de gestion d'armée et de gestion de pays, et c'est vrai que c'est vraiment palpitant quand on aime ça, c'est plein de questions qu'on se pose pas forcément, et aussi les pouvoirs politiques en place, et vraiment il y a des scènes où tu te dis ah d'accord, quand t'es général ça implique ça, et ça te pose des questions d'éthique, genre c'est rare dans les livres de fantasy qui est autant poussé, parfois c'est le cas, tu vois, t'as un petit cas de conscience, là c'est vraiment le nœud du roman que j'ai adoré.
Au-delà des questions qui sont liées à ça, il y a la question de la colonisation, du racisme, des strates sociales, voilà, qui est vraiment très présente dans le récit. Hein. C'est un récit qui dénonce le racisme, c'est un récit qui dénonce les classes sociales, et qui le dénonce pas en disant c'est mauvais. Il y a beaucoup d'arguments, de contre-arguments dans le texte qui fait qu'à la fin tu comprends pourquoi c'est vraiment mauvais profondément, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour ça. Alors c'est un texte qui est extrêmement violent. Moi, ça m'avait un peu choqué dans le tome 1 et ça continue, mais quand Rin elle rentre à l'école, il y a des gens qui lui disent des insultes racistes. Genre vraiment, c'est présent dans le texte, c'est en mode waouh, c'est un peu violent. Et il y a tout ce thème-ci qui est extrêmement bien travaillé. Tu vois que R.F. Kuang est concernée par la chose et qu'elle a travaillé sur la chose. Et moi, ce que j'aime autant dans ce texte-ci, c'est savoir comment les pouvoirs transforment l'histoire, le savoir comment on contrôle une population, comment on manipule une population, comment on dit telle population mérite telle chose, et comment on formate même une image autour d'un peuple pour expliquer. Genre, il y a un truc horrible dans le texte, alors comme c'est horrible au niveau visuel et tout, mais clairement, à un moment, il y a un personnage qui explique en quoi tel peuple est supérieur à tel peuple. Du genre, vraiment, dans le tome 3, il y a un truc de supériorité d'un peuple à un autre, et les personnages qui sont, là dans le cas de Rin, donc qu'on la peau foncée, qui viennent d'une partie particulière de ces îles-ci, vont se poser eux-mêmes la question en disant ouais, mais si les scientifiques là ont apporté des preuves comme quoi c'est vrai qu'on a un cerveau moins développé et tout, bah ça doit être vrai, tu vois. Et t'es en mode oh, mais c'est horrible. Et vraiment, c'est aussi la prétention que voilà, il y a la science, il y a des gens qui essayent d'écraser des peuples au prétexte de la science, et qu'on peut faire tout dire à la science et tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses où moi je suis pas une personne racisée, et donc c'est pas une question que je me pose à longueur de journée, j'en ai extrêmement conscience. Et là, de le voir à travers les yeux du personnage, je pense que c'est primordial d'avoir ces questions-ci. Et j'ai trouvé ça bouleversant, quoi. Mais de toute façon, le texte m'a bouleversé sur beaucoup de choses. La fin m'a bouleversée, même si je voyais où ça allait, j'étais en mode bon, c'est une vraie fin. Et enfin, La Guerre du Pavot, comme je vous expliquais, c'est une série, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais beaucoup plus longtemps. C'est une série que j'aime beaucoup parce que la violence devant, c'est de la vraie violence. C'est-à-dire que quand les gens meurent, ils meurent par milliers dans une guerre. Voilà. Il y a beaucoup de il y a des morts d'enfants, il y a des morts de jeunes femmes, il y a des morts injustes, cruelles, bref, tout. Mais c'est surtout la réalité des blessures, la réalité de la peine physique. C'est-à-dire qu'on a tendance en imaginaire à avoir des personnages qui sont surhumains à chaque fois, qui peuvent se prendre des balles à travers le corps et qui continuent à courir. Rin, elle souffre physiquement. On le sent quand elle est possédée. Déjà psychologiquement, elle perd à moitié la boule et tout, mais c'est une souffrance physique. C'est une souffrance physique avec l'addiction, les scènes où elle est en manque et tout, c'est vraiment très bien décrit. Et à un moment, elle est blessée, on parle de mutilation et tout, et le personnage, quand il est blessé, il tombe à terre. Quand on lui tire dessus dans le dos, elle s'effondre, elle peut pas se relever, tu vois. Et elle a des marques qui lui servent, elle a des amputations, bref, il y a des choses qui sont réelles. Et j'ai trouvé ça tellement important parce que en fantasy, parfois, moi, j'ai le souci de crédibilité, et je pense que ce récit est un des seuls récits que j'ai lus où c'est crédible, à mon sens, de A à Z. Voilà, vraiment. Et je vous laisse le découvrir, parce que là, en fait, j'ai envie de vous en parler encore des heures. Mais franchement, si vous lisez en anglais, lisez La Guerre du Pavot. C'est une des meilleures sagas que j'ai lues dernièrement. Qui, je pense, a souffert juste, ce n'est pas un coup de cœur saga, même si c'est dans mon top de saga, parce que un bout du tome 1 m'avait moins plu, et que le tome 3 avait quand même des longueurs sur la mise en place et ce genre de choses, et que j'aurais voulu une fin plus épique, mais j'ai une fin auquel je ne m'attendais pas, et en même temps qui me convainc de plus en plus les jours passant, parce qu'elle est culottée, qu'elle est belle, et que en même temps La Guerre du Pavot, c'est un récit extrêmement violent, et c'est un contre-pied d'avoir une fin qui est telle que celle-ci. Alors je dis pas que la fin n'est pas violente, c'est pas du tout le cas, mais vous la verrez si vous la lisez, ça vaut vraiment le coup à lire, et votre petit cœur va être balancé, je pense, au niveau de l'éthique, parce que c'est un roman qui parle vraiment de ça, l'éthique dans tout, et c'est vraiment chouette, et il y a plein de personnages, je n'en ai pas parlé de tous, mais secondaires qui sont vraiment intéressant à découvrir, et c'est une œuvre, je pense, qui ne vous laissera pas de marbre. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà La Guerre du Pavot, si vous avez d'autres séries dans le genre, vraiment de la fantasy chinoise
sympa, ou de la vraie dark fantasy, vraiment de la vraie, parce que souvent on me recommande, tu vois, la compagnie noire, moi je considère pas ça comme de la dark fantasy, parce que quand t'as ta compagnie qui devient gentille, pour moi, c'est pas de la dark fantasy. Mais voilà, là, si vous avez des récits un peu à la Abercrombie, tu vois, moi je mets ça un peu dans le même truc, un peu à la Rêve Kang, où les personnages sont très nuancés, moi j'aime beaucoup ça, parce que ça fait poser beaucoup de questions, et l'écriture est très sympa, j'en ai pas parlé, hein, mais très sympa, mais c'est surtout, l'auteur joue vachement avec le lecteur, voilà, l'écriture est intelligente, et ça c'est cool, c'est pas une écriture juste descriptive, on essaye de te faire passer des messages et ce genre de choses, et ça c'est cool. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.